Le soleil d'automne se levait lentement au-dessus de la paisible banlieue, baignant les toits des maisons d'une lumière ambrée et chaleureuse. Dans l'une de ces résidences modestes mais soignées, où des pots de géranium ornaient les rebords de fenêtres et où un vieux fauteuil à bascule grinçait sur la véranda, Madame Clara Johnson se réveilla. Sa chambre portait les marques des années vécues, des photos en cadre de bois sur la commode, un couvre-lit tricoté à la main soigneusement plié au pied du lit, et un exemplaire usé de la Bible posé sur la table de chevet. Clara tendit la main vers ses lunettes, se leva lentement et s'approcha de la fenêtre. Aujourd'hui était un jour spécial, le mariage de son petit-fils Derek. Elle enfila sa robe de chambre et descendit, attirée par l'arôme du café fraîchement préparé. La cuisine, comme le reste de la maison, respirait l'histoire. Un vieux réfrigérateur aux poignées rondes, des tasses en porcelaine offertes par ses amis pour ses noces d'argent, et un calendrier annoté de dates importantes. L'une d'elles, entourée de rouge, indiquait « Mariage de Derek ». Clara sortit de l'armoire une robe bleue au col de dentelle blanche, la même qu'elle portait lorsqu'elle se tenait aux côtés de James lors de l'inauguration de leur première agence bancaire. Elle lui allait encore parfaitement, bien que près de 30 ans se soient écoulés. Sur la table de la cuisine reposait une enveloppe contenant un chèque. 150 000 $. Presque toutes ses économies, mais elle n'hésitait pas une seconde. L'argent était destiné à sa famille. À l'avenir. Avant de sortir, elle s'arrêta devant le portrait de James, accroché dans l'entrée. « Aujourd'hui, notre garçon se marie », murmura-t-elle en redressant le cadre. « Et je ferai tout pour lui, comme tu l'aurais voulu. » Derrière la porte, l'attendait son chauffeur de taxi, un Afro-Américain âgé, qui la conduisait depuis une dizaine d'années. « Vous êtes ravissante aujourd'hui, Madame Johnson », dit-il avec un sourire en lui ouvrant la porte. « Merci, George. Mais d'abord à la banque. » La voiture démarra, laissant derrière elle la maison douillette où Clara avait vécu plus de la moitié de sa vie. Elle regardait par la fenêtre les rues familières défiler, les petits magasins, l'école où Michael avait étudié. La ville avait changé, mais ses souvenirs, eux, restaient aussi nets qu'il y a 40 ans. Le taxi s'arrêta devant un immense bâtiment de verre affichant « Northgate Commercial Bank ». « Attendez-moi, je vous prie », dit Clara en ajustant son sac à main. « Cela ne prendra pas longtemps. » Elle inspira profondément et se dirigea vers l'entrée. Les portes automatiques s'ouvrirent en silence, la laissant pénétrer dans un hall au plafond et au sol en marbre. L'air était imprégné de cuir précieux et de café frais, des senteurs autrefois familières. Mais à présent, tout lui semblait étranger. Personne ne reconnut dans cette frêle vieille dame la Clara Johnson dont la signature figurait autrefois sur les documents de fondation de cette banque. Elle s'approcha d'un guichet libre, sortit son chèque et sa carte. « Je voudrais retirer 150 000 $, dit-elle d'une voix calme mais assurée. Et à ce moment-là, quelque chose changea dans l'atmosphère. Le guichetier, un jeune homme blanc en costume impeccable, leva les yeux vers elle et Clara y vit ce qu'elle avait trop souvent vu ces dernières années. Le doute. La gêne. Et cette question, qu'il ne formula pas mais qui planait dans l'air, d'où une femme comme elle tient-elle autant d'argent? Le guichetier resta figé une seconde, ses doigts suspendus au-dessus du clavier. Il alterna lentement son regard entre la carte de Clara et son visage, puis vers le chèque, comme pour vérifier s'il ne s'était pas trompé dans les chiffres. 150 000 ? Répéta-t-il, avec une pointe de moquerie dissimulée sous une politesse formelle. Clara acquiesça sans détourner les yeux. Elle vit ses yeux balayer sa robe, simple mais propre et repassée, son sac en cuir usé, les rides sur ses mains foncées. « Il me faudra vérifier cela », dit-il, en commençant à taper sur son clavier, mais ses gestes étaient anormalement lents, comme s'il voulait gagner du temps. À la fenêtre voisine, une autre guichetière, une jeune femme blanche au vernis impeccable, observait discrètement la scène. Clara la vit échanger un regard avec le vigile à l'entrée. Le guichetier appuya sur quelques touches, puis fronça les sourcils. « Le système exige une vérification supplémentaire », annonça-t-il, bien que rien sur son écran ne l'indiquât. « Pourriez-vous préciser la provenance de ces fonds ?» Clara sentit une douleur dans sa poitrine. Elle connaissait ce ton. Ce regard. « Ce sont mes économies », répondit-elle calmement. « Je suis retraitée. Mon mari m'a laissé cet argent. » Le guichetier la fixa de nouveau avec ce même doute, puis se pencha soudain vers son micro. « Monsieur Jenkins, à mon guichet, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, un directeur apparut, un homme grand, d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux yeux bleus glacés. Il s'approcha, les bras croisés. « Quel est le problème ?» Le guichetier lui glissa quelques mots à voix basse, et le visage du directeur changea. Il prit la carte de Clara, la tourna entre ses doigts, puis la fixa avec une sévérité accentuée. « Madame Johnson, n'est-ce pas ?» Il buta légèrement sur son nom, comme s'il attendait qu'elle le corrige. « Vous comprenez que des montants de cette importance nécessitent une vérification particulière ?» Clara serra un peu plus fort son sac à main. « Je comprends.
Mais cet argent m'appartient. Il vient d'où exactement? Insista-t-il. Pension? Héritage? Elle resta silencieuse un instant, puis dit doucement, mon mari et moi avons travaillé dur. Ce sont nos économies. Le directeur échangea un regard avec le guichetier. Veuillez patienter ici, s'il vous plaît. Il se dirigea vers un ordinateur et commença à vérifier quelque chose. Clara le vit composer un numéro, parler brièvement au téléphone. Pendant ce temps, le vigile s'était discrètement rapproché. Quelques minutes plus tard, le directeur revint. Nous devons suspendre temporairement l'opération, déclara-t-il. C'est la procédure standard en cas de transaction suspecte. Un frisson parcourut le dos de Clara. Que voulez-vous dire? Nous allons prévenir la sécurité. Il fit un signe au vigile, qui sortit déjà sa radio. À ce moment-là, Clara sortit lentement, très lentement, son téléphone de son sac. Elle avait 72 ans. Elle avait survécu à la ségrégation. Enterré son mari. Élevé un fils. Et elle savait exactement quoi faire. Le silence dans le hall de la banque était aussi épais qu'un brouillard. Clara restait immobile, consciente des dizaines de regards braqués sur elle. Le vigile, armé de sa radio, n'était plus qu'à 1 mètre, son ombre imposante couvrant le comptoir. Le directeur Jenkins murmurait quelque chose dans son téléphone, jetant des regards furtifs vers Clara. Le guichetier, nerveux, tapotait du doigt sur son clavier, jetant un œil vers l'entrée comme s'il attendait du renfort. Clara composait lentement un numéro sur son vieux téléphone à touche. Chaque pression émettait un bip strident, insupportablement fort dans ce silence tendu. « Madame, vous devez poser ce téléphone », dit brusquement le vigile en avançant d'un pas. Elle leva les yeux vers lui, sombres, profonds, pleins d'une détermination tranquille. « J'appelle mon fils. » Ses doigts tremblaient, mais sa voix restait ferme. La porte de la banque s'ouvrit brusquement, accompagnée d'un signal d'alarme. 2 policiers en uniforme entrèrent, balayant la salle du regard. Le directeur Jenkins s'empressa de les rejoindre, désignant Clara d'un geste. « C'est elle ?» demanda l'officier le plus âgé, un homme noir d'environ 40 ans aux yeux fatigués mais attentifs. « Oui. Retrait suspect d'une grosse somme. Possible fraude. » Le policier s'avança lentement vers Clara. Elle tenait toujours le téléphone contre son oreille, mais l'appel ne passait pas. « Madame, il faut raccrocher, » dit-il calmement. À ce moment-là, l'ascenseur au fond de la salle émit un léger digne. Les portes s'ouvrirent. Et la banque entière se figea. Michael Johnson sortit de l'ascenseur. Grand, presque 2 mètres, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé. Ses yeux noisettes trouvèrent immédiatement sa mère au milieu de la foule, et une lueur dangereuse y brilla. Derrière lui suivaient 2 hommes en manteau long, les avocats de la banque, portefeuille à la main. « Mon Dieu !» murmura un guichetier. Michael traversa calmement la salle, ses Richelieu résonnant sur le marbre. Les policiers s'écartèrent instinctivement. « Maman !» dit-il doucement, s'arrêtant devant Clara. « Tout va bien ?» Elle leva les yeux vers son fils, son garçon, qu'elle avait autrefois mené à l'école pour son premier jour de classe. Et maintenant, il se tenait là, directeur général de la Northgate Commercial Bank. Il pense que j'ai volé cet argent, dit simplement Clara. Le silence fut assourdissant. Le directeur Jenkins pâlit, ses taches de rousseur ressortant comme des points bruns sur une feuille blanche. Monsieur Johnson, Nous faisions simplement suivre le protocole, commença-t-il d'une voix hésitante. Michael se tourna lentement vers lui. Quel protocole exactement, Jenkins, vous autorise à humilier ma mère? La question resta suspendue dans l'air, lourde comme une guillotine. À ce moment-là, l'un des avocats s'approcha de l'ordinateur du caissier, entra son code d'accès et cliqua plusieurs fois avec la souris. Une vieille photo apparut à l'écran, les jeunes Clara et James Johnson debout devant le tout nouvel établissement de la Northgate Savings Sloan, une petite banque qui était autrefois leur fierté. « Vous voyez cette femme ?» dit l'avocat en tournant l'écran vers le caissier. C'est Madame Clara Johnson, cofondatrice de cette banque. Celle dont la signature figure toujours dans nos statuts. Le caissier semblait sur le point de s'évanouir. Et Clara restait droite, regardant dans les yeux chacun de ceux qui, quelques minutes plus tôt, doutaient encore de sa légitimité. Ses mains ne tremblaient plus. Le silence dans la salle de la banque était si dense qu'on n'entendait plus que le bourdonnement de la climatisation. Michael Johnson se tenait là, une main sur l'épaule de sa mère, le visage impassible, mais un feu froid brûlait dans ses yeux. Le vigile, prêt 1 minute plus tôt à escorter Clara, se tenait désormais au garde à vous, ses doigts serrant et desserrant nerveusement la poignée de sa radio. Le caissier, initiateur de cette confusion, s'éloigna lentement de son poste, comme s'il cherchait à se fondre dans le mur. « Monsieur Johnson, c'était un malentendu ?» commença le directeur Jenkins, mais Michael leva la main pour l'interrompre sèchement. « Vous venez d'accuser de fraude une femme qui, il y a 30 ans,
a personnellement signé vos contrats de travail. Il fit un pas en avant, et Jenkins recula instinctivement. Vous avez forcé ma mère à se justifier pour son propre argent devant la police. Quelque part à l'étage, un téléphone sonna. Personne ne bougea. L'avocat de la banque, entre-temps, ouvrit un ordinateur portable et fit apparaître l'historique du compte de Clara en quelques clics. Compte ouvert en 1987. Premier dépôt 200 000 $. Signature James et Clara Johnson. Michael prit la main de sa mère dans la sienne. Mon père a lancé cette affaire avec l'argent qu'ils avaient gagné, lui et ma mère, en travaillant 18 heures par jour. Ils ont bâti cette banque pour que les gens de notre quartier puissent obtenir des prêts honnêtes. Il balaya la salle du regard. Et maintenant, leurs propres employés se demandent, d'où vient tout cet argent? Les policiers échangèrent un regard. L'officier en chef secoua lentement la tête et fit un pas en arrière, signifiant qu'il n'était plus nécessaire ici. 1 heure plus tard, tous les directeurs de département étaient réunis dans la salle de conférence du dernier étage. Clara était assise en bout de table, dans le fauteuil qu'occupait autrefois son mari. Derrière elle, à l'écran, s'affichaient les chiffres, 12 nombres de violations de la politique d'égalité au cours de l'année écoulée, 47% d'employés n'ayant pas suivi les formations contre la discrimination, 1 500 000 pertes estimées dues aux plaintes potentielles. Michael se tenait près de la fenêtre, regardant la ville qui, autrefois, refusait des crédits aux personnes de leur couleur de peau. Dès demain, nous lançons une réévaluation complète du personnel, dit-il doucement. Toute personne échouant à l'évaluation sera licenciée. Dans un coin de la salle, Jenkins tremblait. Le caissier responsable de l'incident était déjà escorté vers la sortie. Clara se leva. Dans sa main, le fameux chèque désormais certifié par la signature personnelle du directeur financier. « Je suis venu chercher mon argent, dit-elle. Mais je vous laisse quelque chose de plus précieux. Une leçon. » Dans l'ascenseur qui descendait au rez-de-chaussée, Michael entoura les épaules de sa mère de son bras. « Derek sera heureux, murmura-t-elle en serrant l'enveloppe. « Pas seulement Derek, répondit son fils. À la sortie, le même chauffeur de taxi les attendait. En voyant Clara, il lui lança un large sourire. « Tout s'est bien passé, Madame Johnson ?» Elle s'assit dans la voiture, lissa sa robe et jeta un dernier regard à l'immeuble de la banque. « Oui, George. Ce n'est que le début. » La voiture démarra en direction du mariage, laissant derrière elle la banque qui venait, enfin, de se souvenir à qui elle devait son existence. N'oubliez pas de vous abonner, d'autres histoires vraies sur la justice vous attendent.